La deuxième partie où on retrouve donc Labiano pour son propre travail de dessinateur, d'auteur de bande dessinée. Ouais, ça s'appelle Les quatre coins du monde, la partie 1. Alors c'est une bande dessinée sur un diptyque sur, alors je veux dire, l'univers des méharistes. Genre, qu'est-ce qu'un méhariste? C'est quelqu'un qui roule en méhari. Ah, Voilà, j'ai sorti le buzzer. Hugues. Voilà, alors c'est pas une voiture qu'on utilise en bord de mer, c'est le méhari, c'est le mot arabe pour chameau, Ouais, dromadaire. ça, ouais. J'utilise toujours le mot de chameau parce que c'était le terme utilisé par l'armée française dans le désert. Mais il voulait pouvoir distinguer les mâles des femelles, Voilà, des petits. chameau, chamelle, chamelon, c'était plus facile que dromadaire mâle, dromadaire femelle, petit dromadaire. Mais qui sont ces gens justement? Qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent un territoire français? Ils colonisent? C'était, à mon sens, c'était plus des gendarmes du désert, des policiers du désert que des militaires, donc ça fait un peu quelque part un lien. Ils appartenaient évidemment à l'armée d'Afrique, mais leur rôle était de défendre en gros les frontières de la France, qui étaient à l'époque globalement les frontières du Sahara. Nous avions un empire. C'était les policiers, oui, à l'époque de l'Empire, c'était les derniers défenseurs des frontières aux alentours du désert, la Tripolitaine, tout ça qui était occupé à l'époque dont je parle par les Turcs. Ouais. Voilà, c'était des policiers du désert. Leur rôle primordial, essentiel, était de pacifier le Sahara, d'éviter les chicayas, comme ils disent, entre tribus et entre peuplades de nomades sahariens, et principalement d'interdire l'esclavage, qui était très pratiqué encore jusque dans les années... alors, 15, 20, Greg est comme vous, hein. Quand on parle des méharistes, son cœur bat, il va peut-être vous montrer Mais des non, ouvrages mais parce que nous sommes nombreux à avoir lu, étant adolescents, ou plus tard, les ouvrages, les romans de Joseph Perret, notamment sur ces mêmes aventures, l'Escadron Blanc, Croix du Sud. Et puis après, je vous parlerai du colonel Marcel Baudin, qui vit à Toulouse, mais qui est parti en vacances et qu'on verra en images avant que je vous le présente un de ces jours prochains. On va voir des images de votre travail, hein, mais pourquoi avoir choisi ce thème justement? Parce que vous dites personne n'en a parlé assez, peut-être en dessin, ou personne n'a évoqué ce qu'était le désert? Entre autres, le livre de l'Escadron Blanc, l'Escadron Blanc a été vraiment un déclencheur. Je me demande s'il n'a pas été un déclencheur pour le colonel Baudin aussi. Et pour la dernière génération de méharistes, j'ai découvert que la plupart avaient eu la vocation, étaient partis souvent de la lecture de ce livre. Il a été très fondateur. Pour moi, ça a été le cas. Mon père était passionné par le désert, pourquoi je ne sais pas, mais j'avais chez moi un ou deux livres. On peut citer Frison Roche aussi. Hein, Frison Roche, bien sûr, et puis Théodore Monod. Il y a eu des grands écrivains sur le Sahara. Et j'ai découvert tout simplement le monde du Sahara. Ça explique mon titre de livre, Les quatre coins du monde. Pour moi, les quatre coins du monde, c'est déjà le monde, c'est la vie. Et c'est une histoire humaine avant tout, je crois. Ça parle d'hommes. Ouais. D'hommes et d'amitié, de relations. Et justement, vous parlez aussi de société, parce qu'ils avaient un rôle de socialisation, je ne sais pas comment dire. Les Touaregs, les Arabes, eux, ils ne se voyaient pas forcément comme des Français purs et durs, quoi. Enfin, ils essayaient éventuellement. C'était effectivement, contrairement à l'image qu'on a du militaire, c'était des gens qui avaient. Ou du colonialiste, qui avaient une relation directe et ils vivaient à la nomade. C'est-à-dire que les hommes que je montre étaient dans des groupes nomades, ils vivaient sous tente. Ils vivaient dans des campements de 200-300 personnes avec environ une centaine de... Chaque peloton et compagnie était composé d'une centaine d'indigènes. Il y avait souvent deux Français pour 100 indigènes, des Chambas, des nomades arabes très belliqueux, des Touaregs, qui tous, pour la plupart, étaient d'anciens radieurs, bandits de grand chemin, qui tout d'un coup, après avoir demandé la manne, c'est-à-dire s'être soumis à la France, après combat, puisque j'aime bien aussi l'autre thématique, c'est la thématique du guerrier et de la noblesse du guerrier. C'est très désuet comme. Ah oui, vous n'avez pas peur de la virilité, mais la virilité est mal vue de nos jours. Hein. Si on vous cite là, on est en 1913, hein, les livres de Bonne Carrère sur la Légion étrangère et ce genre de choses, ça vous fait pas peur? Pas du tout. C'est pour ça que je disais ça pour le policier. J'ai conscience que derrière chaque personne. Ouais. Il y a un être humain, et je parle que de ça, hein. je parle d'être humain. Je pense que on peut être guerrier et avoir un cœur gros comme ça. C'est des choses qui pour moi ne sont pas antinomiques. D'ailleurs, qui va-t-on suivre? On suit plusieurs personnes, on en suit un plus particulièrement ou pas? Disons que l'histoire globale, c'est l'apprentissage du désert d'un jeune officier français, tout frais et moulu de Saint-Cyr, qui apprend le désert par le biais d'un officier qui lui-même est une légende déjà du désert. On est avant-guerre? Avant-guerre, voilà, très important, puisque
Ça se situe globalement entre 1913 et 1919. Et la deuxième partie de l'album sortira en octobre. Qui sortira en octobre. Une grande partie se situera dans les tranchées. Parce que c'était indissociable et je voulais vraiment parler de cette période-là. Beaucoup de héros du désert, notamment, je crois, le lieutenant Cotoneste qui a été le premier à vaincre les Touaregs au combat de Tite en 1912. Ce gars-là est mort à Verdun d'un éclat d'obus. Et la plupart des héros du désert sont morts sur le front de France après. Donc j'ai voulu faire aussi un lien et j'ai voulu, par le biais, comme dans le désert, je parle vraiment des nomades du Sahara, j'ai en plus trouvé l'occasion de rendre un hommage aux indigènes, aux tirailleurs algériens, qui n'avaient rien à voir avec les Sahariens, les tirailleurs algériens, kabyles, arabes du Nord. Et je rends aussi un hommage à ces troupes-là. Globalement, à l'armée d'Afrique. Il va falloir envoyer des méharistes au Mali. Si. Alors, nous connaissons des gens de toutes sortes ici sur TLT, notamment le colonel Marcel Baudin, que j'ai eu au téléphone avant-hier. Je voulais le mettre en votre présence, puisque c'est un ancien méhariste. Il a été l'un des derniers méharistes français dans les années 50-60. Et il a publié, il y a une dizaine d'années, Les Derniers méharistes aux éditions de l'Harmattan, un livre qui a fait le tour du monde. Et vous l'avez lu, bien sûr. Je l'ai. Ensuite, il a publié également Fontaine, je boirai de ton eau sur le même thème, sa vie parmi les Touaregs, les hommes bleus, des livres très documentés sur sa propre expérience. Je vous propose, puisqu'il n'est pas là, il est parti se mettre au frais dans les Ardennes, il a trop chaud ici, curieusement, de voir un extrait de l'émission dans laquelle nous l'avions interviewé à l'époque, en 1999, l'émission Mémoire, le colonel Marcel Baudin, avec des images d'archives filmées par lui-même en Super 8. La limite est indécise entre le ciel embrasé, surchargé de sable évaporé, et le sol surchargé de lumière. Il n'y a plus d'horizon. Le sable et la lumière sont partout. Nous sommes dans l'absolu d'un univers minéral. Je suis une victime des affiches, je suis une victime de Joseph Perret et de son escadron blanc, victime des films, des livres, des romans, des revues qui circulaient sur le Sahara. Je suis une victime aussi de mon instructeur à Saint-Cyr, qui nous racontait les exploits communs des méharistes, comme s'il en avait été. En fait, c'était un excellent conteur. Je suis aussi une victime du père de Foucault, parce que j'étais obsédé par le père de Foucault, par sa volonté d'absolu, aller toujours plus loin, toujours plus profond au cœur du désert, toujours plus haut, toujours plus près de Dieu. Voilà. Les images très émouvantes du colonel Marcel Baudin, ancien méhariste, l'un des derniers méharistes, qui vit à Toulouse et que nous connaissons bien. La musique, c'était Tina Riwen. Ce qui est marrant, c'est que vous avez un de vos personnages dans les quatre coins du monde. Il est volontaire, en fait, pour être méhariste. La plupart. Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchaient, ces gars-là? Je ne veux pas trop dévoiler ça, parce que justement, dans le premier album, j'ai essayé qu'il soit vraiment plein et agréable à lire, mais c'est vrai que beaucoup de choses vont être dites et le sujet va être vraiment approfondi dans le second. Donc à la fois, je ne peux pas trop en dire, mais on saura tout ça dans le second album. La vocation aussi bien du jeune lieutenant que la vocation, ce qui a mené le capitaine, le héros, à devenir un Saharien. Et on verra que ce n'était pas forcément des vocations absolues. Mais il y a un côté monacal. Alors le colonel Baudin a dit qu'il était également en quête de spiritualité. C'est quelque chose d'important dans le désert. Complètement. On en a parlé. C'est une des pivots de ce que j'ai découvert, c'est la spiritualité de ces officiers. Ouais. J'ai découvert des types vraiment extraordinaires, qui étaient à la fois des guerriers, des philosophes, des pacificateurs, parce que leur rôle était d'être vraiment au milieu des hommes et de savoir établir le dialogue et maintenir le dialogue entre les tribus. C'était très difficile. Hein. C'était aussi une mission extrêmement difficile. Oui, parce que Touareg et Arabes ne se supportaient pas, sauf dans le combat, je crois. Ils cédaient, ce que vous dites dans la bande dessinée. Oui. Ah oui, il y avait le désert avant les Français, c'était une grande piste avec des esclaves qui passaient par là et les tribus se disputaient les richesses et les esclaves. Et il n'y avait pas une tribu qui ne partait pas en guerre régulièrement pour aller piquer les chameaux aux voisins.
C'était des guerriers. Les Sahariens étaient vraiment des guerriers. Et c'est pour ça qu'ils se sont soumis aux Français finalement relativement facilement, parce qu'ils ont découvert que les Français étaient des guerriers aussi. Et qu'un guerrier se soumet à un guerrier plus fort que lui. C'est aussi simple que ça. Les gens trouvent ça grégaire, mais c'était ça qui était passionnant. Et après, au-delà de l'histoire du guerrier, pardon, il y a des histoires d'hommes, vraiment, de famille, d'amitié, d'amour, de compréhension entre des peuples différents. Ouais. Voilà. On voit que vous êtes un véritable auteur, habité par votre sujet. Il y a la partie purement artistique, j'allais dire. J'y ai vu des couleurs pour essayer de faire ressentir le désert. J'y ai vu des drapés également, le drapé des costumes. C'est important ? Ah, c'est primordial. Bon, c'est une chose que j'aime bien, le drapé, donc ça tombait bien, le sujet du tissu léger dans le vent, c'est un truc que j'aime bien faire. Et il faut rendre hommage au travail de Jérôme Maffre, le coloriste avec lequel je travaille, qui a fait un travail toulousain, lui aussi, sublime. Oui, on travaille dans le même atelier Aquarium à Toulouse. C'est un grand coloriste et l'impact lui doit beaucoup aussi. Il y a les regards également, puisque certains visages se limitent à des J'ai essayé d'imposer le rythme du désert et les regards, voilà, les regards et le temps, marquer le temps. Le temps n'est pas le même dans le désert. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, dessiner le désert, ça paraît idiot, ça paraît simple pour quelqu'un qui ne sait pas dessiner. En même temps, ça va être très compliqué. Grain de sable, c'est compliqué, oui. Ouais. Surtout que moi, j'ai voulu dessiner le regard plutôt que le grand ergue. Donc, le désert, c'est très très varié. C'est ce qu'on découvre en lisant les choses. J'ai jamais été. Le pire, c'est que au moment où je voulais y aller, je ne sais pas très prudent à l'heure actuelle. Il y a le désert qui coupe les sabots des chameaux. Il y a le désert de sable. Tout à fait. Oui. Pardon, on s'est très bien parlé du désert. En effet. Merci beaucoup. En tout cas, cette émission est terminée. Rappelez-nous quel est l'éditeur de cette série. Les quatre coins du monde. Labiano, qui était avec nous, chez Dargaud. Donc ça, c'est le tome 1 qui sorti le 6 juin. Il est sorti le 18 juin. Le 18 juin et le tome 2 sortira en octobre. Voilà. Merci Hugues. C'était l'appel de Labiano. Merci encore et à demain.